Bonjour à tous. Nous attendons une petite minute que tout le monde se connecte et puis nous allons démarrer. Eh bien, je vous propose de démarrer puisque nous sommes à l'heure. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sylvia Bonatti, vétérinaire, responsable du département scientifique chez SEVA, et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de SEVA Université. Le thème d'aujourd'hui est la dermatologie, une discipline dans laquelle SEVA est expert, vous savez, depuis de nombreuses années grâce à une gamme large, dont notamment Biogenics pour l'allergologie, les soins topiques avec Duxo, et puis plus récemment, les lancements de la gamme innovante Duxo S3. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont assisté l'année dernière, nous avions organisé un webinaire sur la composition et l'utilisation des shampoings. Et je vous propose aujourd'hui d'aller un peu plus loin dans cette réflexion en parlant de l'intérêt des soins topiques en première intention chez les chiens et les chats lors des dermatoses. Et tout cela à travers une jolie série de cas cliniques qui nous est proposée par notre intervenante de ce jour, que je vais donc vous présenter avec grand plaisir. Donc, Hélène Dropsy, qui est vétérinaire, résidente au Collège européen de dermatologie et qui travaille au service dermatologie du Chuba à l'École nationale vétérinaire d'Alfort et qui, en parallèle de ça, mène une activité de référent en dermato en région parisienne. Donc déjà, merci Hélène d'être avec nous aujourd'hui encore une fois, de partager avec nous ton expérience et surtout ces très beaux cas cliniques que nous allons découvrir ensemble. Sans plus tarder, je te laisse la parole et je vous propose moi-même de vous retrouver à la fin de l'exposé pour répondre à toutes vos questions. Et pour cela, je vous invite à les poser tout au long de l'exposé à l'aide du chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Merci de votre fidélité et de votre présence. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Hélène, la parole est à toi. Merci Sylvia. Bien, bonjour à tous et à toutes. Bon appétit si vous êtes en train de déjeuner. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session SEVA Université. Comme Sylvia Bonatti vient de vous le dire, en effet, pour la deuxième année consécutive, on va parler soins topiques. Donc, autant l'année dernière, je vous avais fait une présentation sur tout sauf les principes actifs, c'est-à-dire les bases lavantes, les conservateurs, les parfums et tout ce qui était adjuvant, excipient de shampoing notamment. Cette année, on va s'intéresser aux principes actifs particulièrement et aux formes galéniques. Et vous allez voir, si vous n'en étiez pas déjà convaincu, qu'en dermatologie, les topiques, c'est quand même presque automatique. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est que vous puissiez répondre par vous-même à cette sempiternelle question qu'on me pose très régulièrement, que ce soit les étudiants au CHUVA ou les vétérinaires qui me réfèrent des cas, qui est la question suivante, mais pourquoi tu mets ça? Voilà, je pense que c'est la question qui est la plus fréquente. Donc, normalement, à l'issue de cette présentation, vous allez comprendre l'intérêt des soins topiques en première intention, parce que comme vous allez pouvoir le constater, j'utilise beaucoup en première intention et pas forcément en adjuvant. Et puis de connaître les critères qui vont faire qu'on va choisir tel ou tel topique, tant à travers une galénique particulière ou à travers un principe actif particulier. Et on va voir tout ça à travers plein de petits cas pratiques
très courts, très ludiques et qui, je pense, vont assez coller avec ce que vous voyez au quotidien dans vos cliniques généralistes. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit point sur très théorique, hein, généralité, avant de pouvoir enchaîner sur les petits cas pratiques. Donc, en dermatologie, on a une chance inouïe par rapport à d'autres spécialités, c'est qu'on a un accès facile et direct à l'organe que l'on traite, à savoir la peau. Donc, dans ce cadre-là, on peut naturellement se dire que les soins topiques sont vraiment incontournables dans la prise en charge des dermatoses. Pourtant, sur le terrain, on constate une sous-utilisation, hein, en tout cas une utilisation assez insuffisante des soins topiques par rapport à ce qu'on pourrait en attendre. Alors, soit parce qu'ils sont sous-prescrits, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément le réflexe de prescrire. On peut avoir aussi un défaut d'information du propriétaire, un défaut d'observance du propriétaire, soit parce qu'on ne lui a pas bien expliqué, soit parce que la galénique n'était clairement pas adaptée à son mode de vie. Et puis, un des gros biais également, c'est l'absence de suivi, car quand vous utilisez des soins topiques, le suivi, c'est fondamental pour justement vérifier la bonne marche du traitement et vérifier qu'on n'est pas en train de déraper et qu'on n'a pas besoin d'un traitement systémique. Donc, c'est sûr que peut-être c'est une sécurité, vu que vous n'avez pas forcément les moyens en termes de timing de faire régulièrement des suivis, vous zappez les topiques parce que sinon, si vous laissez partir les gens avec les topiques et que vous ne les revoyez pas, si ça part entre guillemets en cacahuète, comme je dis régulièrement, vous ne le verrez pas, vous allez perdre ce client. Donc, je pense qu'il y a peut-être une appréhension de cet aspect-là pour faire des soins topiques en première intention et que vous avez tendance du coup à sortir le systémique qui va être en effet très efficace, très rapide, le client va être content, mais dans certaines dermatoses, ça ne va pas forcément régler le problème sur le long terme et ça, c'est un peu dommage. Alors, pour bien comprendre pourquoi on utilise les soins topiques et surtout quel type de principe actif on va vouloir utiliser, il faut se remémorer la barrière cutanée. Alors, la barrière cutanée, je pense que maintenant vous la connaissez par cœur. Vous savez qu'il y a un épiderme qui est posé sur un derme. Maintenant, on a tendance à trop, réduire la barrière cutanée à juste une barrière anatomique. Il faut que vous enleviez le côté barrière anatomique de votre mode de pensée et que vous pensiez en barrière fonctionnelle. Et à partir du moment où on pense en barrière fonctionnelle, on arrive très très vite à trouver quel type de principe actif, quel type d'action on veut mener pour justement améliorer ou guérir notre peau. Donc, en termes de barrière fonctionnelle, celle que vous connaissez tous, c'est la barrière physico-chimique. Hein. Donc, avec cette structure en briques et mortier, on a des kératinocytes qui sont enduits d'un ciment lipidique. Donc, ça va faire la barrière cutanée. Et puis, on va avoir une barrière chimique avec le pH qui est assez protecteur et qui va servir à plein de choses dans l'entretien de cette barrière cutanée. Mais on a également une barrière microbienne. Ça, c'est très, très important. Et c'est très important de l'entretenir, de ne pas la décaper, hein, mais aussi de juguler éventuellement les phénomènes de dysbiose, donc de dérégulation du microbiote cutané. Et enfin, on va avoir une dernière barrière qui est la barrière immunologique, avec notamment des cellules présentatrices d'antigènes, mais également toute une ribambelle de médiateurs chimiques qui vont induire éventuellement du prurite. Donc, une fois qu'on a toutes ces fonctions, on va pouvoir trouver plus facilement le principe actif qui nous intéresse dans le cas de l'animal que vous avez en face de vous. Et donc, de ça découlent 3 grands principes actifs, on va dire. Je les ai déclinés en trois choses. Vous avez les hydratants, qui vont être également, dans certains cas antiprurigineux, qui sont peut-être ceux que, je ne sais pas si vous avez peut-être ceux que vous utilisez le plus avec les antiseptiques. Ensuite, vous avez les antiseptiques dont je vous ai parlé. Et enfin, vous avez tout ce qui va jouer sur l'état kératoséborique, donc les kératomodulateurs, kératolytiques, antiséboriques. Et on va revoir en fait tous ces principes actifs en 3 petits chapitres avec des petits cas cliniques à chaque fois pour vous donner des exemples. Donc ça, c'est quand vous avez, voilà, vous savez vers quelle gamme vous voulez aller. Vous voulez soit quelque chose d'hydratant, de calmant, soit quelque chose d'antiseptique, ou soit quelque chose qui va juguler votre squamosis, vos manchons pilaires et votre excès de sébum. Mais une fois que vous avez choisi ça,
Deuxième étape, il faut choisir la galénique. Et ça, c'est souvent un casse-tête. Et cette galénique, il faut bien avoir conscience que votre principe actif, il va pouvoir diffuser dans la peau, oui, mais il y a plusieurs façons. Vous pouvez avoir une diffusion, ce qu'on appelle intercellulaire ou intracellulaire, c'est-à-dire vraiment directement transépidermique. Donc, la plus commune, ça va plutôt être la intercellulaire, donc à travers les lipides de la couche cornée. Et donc, ça se base plutôt pour des molécules lipophiles. Voilà. L'intracellulaire, c'est quand même pas si évident que ça parce qu'il faut que vous traversiez un kératinocyte, une couche de gras, un kératinocyte, une couche de gras. Et donc ça, c'est plutôt pour des petits principes actifs ionisés comme le REI, par exemple. Mais ce qu'on sait peu, et ce qui est très important de comprendre, notamment en médecine vétérinaire, c'est que la majorité des principes actifs, ils vont passer par le poil. Hein. Donc, vous avez une absorption. Je ne sais pas si on voit ma flèche, mais en tout cas, à droite de votre image, vous avez un poil. Et donc, il faut comprendre que ce poil, il est en fait dans une invagination de l'épiderme et que c'est grâce à toute cette surface de contact que la majorité des principes actifs vont passer. Ils vont passer à condition d'avoir un pore du poil bien débouché. Et c'est là où on comprend tout l'intérêt des shampoings en médecine vétérinaire. C'est-à-dire que les shampoings, mine de rien, ça va être la seule possibilité pour vous, mécaniquement, de désobstruer ces follicules pileux et de faire en sorte que les principes actifs de votre shampoing et après de tout ce qu'on va voir après comme type de galénique va pouvoir bien passer dans la peau. Donc, c'est vraiment le garant d'une bonne efficacité. Ce n'est pas le tout d'avoir un super principe actif. Mais si vous n'avez pas la bonne façon de l'appliquer sur la peau, il ne sera pas efficace. Donc, sur le papier, c'est super efficace. Mais en pratique, si c'est mal mis ou si ce n'est pas adapté, et si les pores du poil ne sont pas débouchés, ça ne marchera pas. Il faut alors, on ne sait pas trop en termes de valeur, mais on sait que, par exemple, chez l'homme, la peau, c'est à peu près 2 mètres carrés, et que si on compte tous les follicules pileux, enfin les petites invaginations de l'épiderme, on va arriver à 25 mètres carrés. Donc, il faut quand même se dire que sur un chien et un chat qui, a fortiori, ont des follicules pileux composés, la surface de contact avec les principes actifs, elle est vraiment démultipliée par rapport à l'homme. Et donc, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça et de l'expliquer aux clients. On ne fait pas des shampoings pour les embêter, on fait ça parce que justement, c'est ce qui va bien marcher. D'accord ? Donc, quand vous avez bien compris ça, je change de petite diapositive. Voilà, vous allez avoir, il n'y a pas que les shampoings dans la vie, je suis d'accord, même si, voilà, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une action mécanique de débouchage des pores et donc de passage de tous les autres principes actifs. Mais également, pour des chiens qui vont avoir, par exemple, des dermatoses allergiques, ça vous permet d'enlever les allergènes qui sont à la surface de la peau. Donc, mécaniquement, on va mettre un coup de balai, ça va limiter le temps de contact avec les allergènes, ça va les empêcher de rentrer à travers la barrière cutanée, surtout si elle est poreuse, comme dans un atopique. Pour les cas où vous avez un problème bactérien, mine de rien, l'action mécanique aussi du shampoing va vous enlever une partie quand même de vos bactéries. Et puis, dans le cas où vous avez un problème avec un état kératocébourique, ce même shampoing va vous permettre de faire le ménage et d'enlever le surplus de squame pour qu'après, vous puissiez prendre le relais avec d'autres galéniques qui vont avoir des principes actifs qui vont ralentir les phénomènes. Donc, on va avoir des mousses, des sprays, des lingettes, des baumes, des gels, des spotons. Alors, c'est pas forcément parfaitement exhaustif, mais je pense que c'est ce que vous avez à peu près tous dans vos cliniques. Et du coup, on va avoir des intérêts différents selon les types de galéniques, même si elles contiennent les mêmes principes actifs à l'intérieur. Donc, je sais que ça, je le sais, vous le faites, vous allez choisir votre galénique en fonction de votre animal. C'est sûr que si vous avez un chien qui a peur de l'eau, vous savez que vous allez minimiser les shampoings et préconiser plutôt des mousses, des sprays, des lingettes en plus. Si vous avez un chien qui est à poil long ou qui a un sous-poil très épais, la lingette, ça ne va pas forcément être idéal. Vous avez tout un tas de critères. Donc, je vous les ai mis, c'est non exhaustif, c'est ce qui se passe à peu près dans ma tête quand je choisis une galénique. Donc, je me repose toutes ces questions-là en 30 secondes top chrono. Donc, l'animal, voilà, est-ce qu'il est de grande taille? Est-ce qu'il n'est pas facile? Parce que si vous avez un chien qui court, un boule terrier qui passe sa vie à sauter dans tous les sens et qui est intenable, c'est peut-être pas très sympa de faire des shampoings 2 fois par semaine dans la baignoire. Est-ce qu'il a peur de l'eau? Est-ce qu'il a des douleurs? On ne sait jamais. Moi, j'ai déjà eu le cas de quelqu'un qui avait un chien qui avait une hernie
hernie discale et il était paniqué à l'idée de prendre son chien, de le soulever, de le mettre dans la baignoire. Bon, on a adapté. Est-ce que c'est plutôt des zones très poilues, des zones glabres? Est-ce que le sous-poil est épais? Et puis, on va aussi caractériser la galénique en fonction de la lésion. Est-ce qu'on a une petite surface? Si on a une petite surface, c'est peut-être pas la peine de mettre du shampoing et de la mousse sur tout le chien. Peut-être qu'on va pouvoir plutôt prendre un petit baume, une lingette plus adaptée ou une pipette Spot-On. Ou à contrario, est-ce que la localisation est très diffuse? Vous n'allez pas avec votre petit tube de gel faire tout un chien, c'est pas envisageable. Et puis, là, c'est là où ça pêche, c'est que trop souvent, on ne pense pas assez souvent au propriétaire. Et mine de rien, c'est quand même le propriétaire qui va faire les soins. Et donc, même si sur le papier, ça serait formidable de faire tel schéma thérapeutique, s'il n'est pas adapté à la vie du propriétaire et à ses capacités à la fois logistiques, est-ce qu'il a une baignoire, est-ce qu'il a une terrasse pour l'été pouvoir, je ne sais pas, faire des shampoings sur son bouvier vernois à l'extérieur, mais pas que ça, est-ce qu'il a du temps? Est-ce qu'il a du temps à consacrer? Est-ce qu'il a un peu de temps tout le temps? Ou est-ce qu'il peut mettre un bon coup, une bonne session spa le week-end? Et puis, est-ce qu'il a des incapacités physiques? Si vous avez quelqu'un qui a une sclérose en plaques ou qui a mal au dos ou qui perd un peu la tête, c'est pas la peine de faire une ordonnance de 4 pieds de long. Hein. Il faut vraiment s'adapter à votre propriétaire et c'est par cette discussion avec le propriétaire que vous allez trouver le schéma le plus adapté. Alors, donc maintenant qu'on est bon, on va passer à trois thèmes différents. Comme ça, vous allez bien comprendre de quoi je parle. On va commencer par, vous avez un animal qui fait ça à vous en consultation et qui a une peau sèche ou irritée. D'accord ? Vous allez vouloir mettre des hydratants. Et donc, je parle bien des hydratants parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a plusieurs types de familles d'hydratants. On a en gros 2 grands types. Les hygroscopiques, donc ça, c'est des molécules que vous allez mettre sur la peau et qui en retiennent l'eau. Et de l'autre côté, les émollients, qui sont quand même plus évolués, qui, eux, vont restructurer, réparer cette barrière cutanée et qui va faire qu'en fait, la peau va garder l'eau toute seule. En général, on parle de première, deuxième, troisième génération. Donc, première et deuxième, c'est pour les hygroscopiques. Et troisième, c'est pour le top de la R&D, c'est les émollients. Donc, les occlusifs, c'est la première génération. Ça retarde l'évaporation. C'est comme si vous aviez une bouilloire, non pas une bouilloire, une casserole avec de l'eau sur le feu qui bout et du coup, votre eau, elle s'échappe. Ça, c'est quand vous avez une barrière cutanée qui n'est pas intègre. Elle se déshydrate de cette façon-là. Eh bien, avec un occlusif, vous allez mettre un couvercle sur votre casserole. J'arrive pas à dire casserole, décidément. Donc, vous allez mettre un couvercle sur votre casserole et à ce moment-là, l'eau va en effet rester à l'intérieur de votre peau. Ça, vous connaissez tous le principe actif occlusif majeur en dermocosmétique, c'est la vaseline qu'on retrouve dans énormément de produits, notamment en humaine. Le diméthicone aussi, si vous regardez vos étiquettes de produits à la maison, vous allez en retrouver énormément. Mais le problème des occlusifs, c'est que c'est quand même un peu un pansement sur une jambe de bois et qu'il va falloir l'appliquer très très fréquemment pour que ça soit efficace. La deuxième possibilité, quand on monte un petit peu en gamme, j'aime pas trop cette expression, mais vous allez passer aux humectants. Là, les humectants, c'est que vous allez mettre des petites molécules dans la peau qui vont attirer l'eau et la conserver dans la peau. Pareil, ça a une action temporaire, mais ça dure un peu plus longtemps que les occlusifs. Et donc, typiquement, c'est glycérol, l'acide lactique, l'urée, le propylène-glycol, et vous connaissez tous la phytosphingosine qui était déjà dans la gamme d'Uxo auparavant, et désormais l'ophytrium qui est dans la nouvelle gamme. Alors, toutes les listes que je vous fais, ce sont des listes non exhaustives, hein, d'accord ? C'est impossible de tout mettre sur une diapo. Je vous montre ma petite bible j'aime beaucoup la cosmétique. Ma petite bible, c'est ça, les actifs et principes actifs du Dr Martini, c'est la ponte en pharmacie de dermocosmétique, et le bouquin fait à peu près 5 kilos, donc je ne peux pas tout vous mettre dans une diapo, mais si vous êtes intéressé, je vous conseille largement ce petit livre disponible pour les pharmaciens, les étudiants à la faculté de pharmacie, et c'est une mine d'or. Enfin, bon, après, chacun son... Vous avez peut-être autre chose à faire le soir, mais j'adore ce bouquin. Et donc voilà, donc ça c'est pour les humectants. Et dernier en date, les plus récents, et ceux qui vont être
même intellectuellement, les plus intéressants. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas besoin d'apporter de l'eau, vous avez transformé, vous avez réparé votre peau et elle ne fuit plus. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est tous les constituants du film lipidique, donc les céramides, le cholestérol, les acides gras polyinsaturés, mais également d'autres molécules comme la phytosphingosine à nouveau et l'ophytrium qui vont avoir des vertus restructurantes. Quand est-ce qu'on va vouloir mettre ça ? Alors, on va vouloir mettre ça quand on a une sécheresse cutanée, une xérose cutanée, quand on a un érythème. A fortiori, tous les chiens qui ont une dermatite atopique, vu qu'on sait qu'ils ont une anomalie génétique de la barrière cutanée avec la filagrine qui ne marche pas très bien, on va utiliser des hydratants pour renforcer leur barrière cutanée. Et puis, dans certains cas, on peut aussi utiliser ces produits-là pour des soins post-antiseptiques, parce que les antiseptiques, ça dessèche quand même la peau. Ça tue les bactéries, c'est cool, mais ça dessèche la peau. Et donc, dans certains cas, on peut être amené à appliquer un hydratant après avoir fait un soin antiseptique. Donc, on va mettre ça en image avec un premier petit cas. C'est Chiara. Donc, Chiara, c'est un petit bulldog français d'un an et demi qui est présenté en consultation parce qu'elle a une dermatose prurigineuse, chronique, non saisonnière et qui va s'exprimer par de l'érythème et de l'alopécie au niveau des petits plis et des grands plis. Donc, les petits plis chez elle, ça va être l'intérieur de la région interdigitée, les plis de la face, les aisselles, et les grands plis, le ventre et le pli inguinal. Elle est à jour de ses antipuces, elle a une alimentation de qualité et le vétérinaire traitant qui l'a vu avait déjà fait un régime d'éviction correctement mené. Et donc, on pense tout naturellement chez Chiara à une dermatite atopique. Et donc, on va appliquer des principes actifs, des topiques pour améliorer la qualité de sa peau et pour limiter le grattage. Mais pour pouvoir choisir notre principe actif, il va falloir absolument faire une cytologie. Ce n'est pas parce que la chienne elle se gratte qu'elle a des bactéries. Donc, avant de choisir de mettre de la chlorhexidine sur sa peau ou de la mettre sous antibiotiques, il faut d'abord voir est-ce que sa dermatite atopique elle est liée à une dysbiose ou pas. Parce que si elle n'est pas liée à une dysbiose, ça ne sert à rien de la bourrer d'antibiotiques, ça ne sert à rien de lui mettre de la chlorhexidine qui va en plus irriter sa peau. Donc, on fait notre petite cytologie. Voilà, donc s'il y a des zones suintantes, vous prenez un calque. S'il y a des zones pas suintantes, vous prenez un petit scotch. Vous faites votre petite coloration AL 555 et vous regardez au microscope, toujours avec la position en haut, un condenseur en haut, diaphragme ouvert. Vous passez à immersion et finalement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose là. C'est juste des cornéocytes puis des petits dépots de colorants. Donc, vous pouvez conclure que Chiara, elle a une dermatite atopique sans dysbiose. Et donc, elle a besoin de soins de réparation cutanée. Mais c'est tout. D'accord ? Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire des shampoings. Donc là, sur Chiara, j'ai été partie sur un shampoing par mois pour avoir quand même une action mécanique. Et pour limiter les passages dans la baignoire, j'associe ça à l'application d'une mousse 2 fois par semaine. Si le propriétaire avait voulu n'avoir qu'un seul produit, pour encore plus simplifier, c'était tout à fait possible. Dans ce cas-là, il prend que le shampoing et il fait des shampoings très fréquemment. Peut-être que le temps qu'elle soit en crise, 2-3 fois par semaine, et puis après, en routine, quand elle est stabilisée, 1 fois par semaine. Les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer au monsieur, vous allez prendre ça et ça. Non, vous dites, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez le temps de faire des shampoings? Est-ce que c'est pratique pour vous? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans la maison qui font des soins? Plus il y a des complexités, plus il faut que le traitement soit simple. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il est bien réalisé. Et s'il est réalisé, on aura l'action maximale du produit. Il y a beaucoup trop de gens qui ont des shampoings à la maison et qui ont des mousses, et en fait, ils ne les mettent pas. C'est un peu dommage. Donc, il faut vraiment vous adapter au propriétaire. Et il faut aussi lui dire que les soins topiques, c'est sur le long terme non plus. C'est pas, ça ne va pas marcher en 2 jours. Il faut le temps que la barrière cutanée soit intègre et qu'on arrive à avoir un bon renforcement de cette barrière cutanée avec une diminution du prurite. Deuxième cas, parce qu'on me demande toujours, est-ce que tu fais des soins locaux sur le chat? Oui, je fais des soins locaux sur les chats. Donc là, c'est Caramel. Donc Caramel, parce que j'ai pas arrêté pendant toute la consultation de dire il. Et en fait, c'est un chat roux, mais c'était une femelle. Donc c'est Caramel LE à la fin. Et donc Caramel, c'est une chatte d'appartement parisien qui vient parce qu'elle a une alopécie, elle a une dermatose prurigineuse qui va s'exprimer par une alopécie auto-induite au niveau du ventre et puis de la face interne des cuisses. Et on remarque une plaque en face interne de sa cuisse gauche et des petites lésions punctiformes. Alors j'aurais dû vous mettre un plus beau zoom là, mais ça se
touchait plus que ça se voyait, qui correspondait un peu à des plaques de dermatite miliaire. Voilà. Donc pour Caramel, là je sais que si vous voyez ce chat en consultation, il y a de fortes chances que vous me dégainiez les corticoïdes. Je suis d'accord avec vous, jusqu'à assez récemment, moi aussi je dégainais les corticoïdes, mais je vous propose une alternative, c'est-à-dire qu'à la fin de cette session, éventuellement, si vous voulez tester, moi, maintenant c'est ce que je fais ma cytologie, bien évidemment, je vérifie qu'il n'y a pas de bactéries, et je retrouve avec plein de cellules comme ça, là, les petites cellules un peu bilobées, noyaux bilobés, contenu cytoplasmique assez rose orangé avec des petites granules. Donc ça, c'est un neutrophile, un polynucléaire éosinophilique. Et donc, je peux conclure sur cette chatte qu'elle a une dermatite éosinophilique, d'accord, mais sans complications bactériennes majeures. On va pas, ça sert à rien de lui mettre des antibiotiques au pif, hein, cette chatte, ça ne sert à rien. Donc, par contre, on peut calmer le prurite, renforcer la barrière cutanée avec une mousse, donc par exemple 3 fois par semaine. Vous allez mettre la mousse, vous allez appliquer la mousse 3 fois par semaine. Et mon petit conseil, c'est pas forcément que les gens partent avec le shampoing également, parce que moi, dans le cas de ce propriétaire-là, il était très très appliqué et j'avais un peu peur qu'il me traumatise le chat à vouloir absolument faire le shampoing, même si le chat voulait pas, voilà. Donc, j'ai un shampoing en consultation. Et donc, à l'aide d'un gant de toilette, j'ai fait moi-même un petit shampoing avec un rinçage abondant et j'ai laissé partir le chat comme ça à la maison. Comme ça, je savais que la peau était nettoyée, mais qu'après, le monsieur avait juste à appliquer la mousse et que ça allait bien se passer. Et si ça peut vous motiver à diminuer les doses de corticoïdes et à passer à une méthode essayons l'exotopique sur le chat, voici Caramel 21 jours plus tard. Donc, il n'y a plus aucune plaque. Voilà. Et il n'y a pas eu, donc Caramel, je vous assure que Caramel n'a pas eu d'antihistaminique, n'a pas eu de corticoïdes, n'a pas eu de PUA, il n'y a eu rien d'autre à part la mousse. Donc c'est quand même assez encourageant et ça peut nous donner des pistes sur notamment les chats diabétiques. Quand vous avez un chat diabétique qui vous fait une plaque éosinophilique sur le ventre, c'est un peu compliqué de se dire on va mettre des corticoïdes. Donc là, j'avoue qu'en effet, les soins topiques sur le chat, c'était un peu méconnu. On avait un peu peur de les faire, mais il y a beaucoup de chats sur qui ça se passe très bien, en fait. Voilà. Alors... Donc ça, c'était pour tout ce qui était chat, chien, peau sèche, peau irritée, chat avec dermatite eosinophilique, chien avec des dermatites atopiques. Maintenant, on va voir les peaux infectées. Alors, pour les peaux infectées, ça, vous connaissez en général très très bien. On va utiliser des antiseptiques. Et donc, on va avoir des antibactériens comme la chlorhexidine, qui, dans certains cas, peut aussi être un antifongique. La polyvidone iodée, c'est la bétadine. Et puis, on a d'autres principes actifs. L'argent micronisé, ça se fait de plus en plus. C'est aussi utilisé en conservateur dans certains produits. Et puis, les antifongiques, le miconazole, les niconazoles, le climbazole. Et il y a certaines huiles essentielles aussi qui ont des vertus antifongiques. Sachant que les produits à base de miconazole et des niconazoles seront là, c'est pas de la dermocosmétique, on passe dans du médicament avec une AMM et sur prescription exclusive. Quand est-ce que vous allez m'appliquer ça? Alors, on ne va pas appliquer ces produits-là quand le chien sent mauvais, ça doit être infecté. Non, vous allez prendre ces produits-là quand vous aurez posé un diagnostic de dermatite à malacésia, de prolifération bactérienne, de pyodermite superficielle bactérienne. Et dans les cas de pyodermite profonde, en association avec une antibiothérapie, c'est tout à fait possible dès le début. Donc, on va prendre un petit cas qui est assez classique. C'est Bonnie, c'est un labrador. Labrador elle avait 4 ans, elle. Et donc, Bonnie, elle a des lésions sur le ventre et sur la face interne des cuisses qui reviennent en plus de façon récurrente. Donc, les propriétaires en ont un petit peu marre. Et on observe des belles collerettes épidermiques. Là, je vous en ai mis en zoom. Donc, vous voyez ce petit liseré avec la petite squame qui fait le pourtour, un pourtour inflammatoire qui, à la base, correspondait à une pustule folliculaire dont le toit s'est rompu. Là, vous allez me dire, oui, je mets un shampoing antiseptique. Alors, c'est la bonne réponse. Mais pourquoi? C'est pas parce que je vois ça que je mets un shampoing antiseptique. Non, je mets ça parce que j'ai fait une cytologie. J'ai fait une cytologie. Là, c'est en x4, alors on ne voit pas grand-chose, mais on va se mettre dans cette zone-là. Elle est pas mal, cette zone-là. Si vous zoomez là-dessus, vous ne verrez rien. Mais ça, c'est pas mal. Donc, vous zoomez, vous mettez au x100 immersion. Et là, magnifique. Vous allez obtenir de nombreux polynucléaires neutrophiles avec des dégénérés, avec des images de chromatine, là, comme ça, qui
qui se dévident. Et puis tous les petits points, ça va être c'est des coques, donc c'est des bactéries. Et on observe même ici une image de phagocytose. Donc les neutrophiles ont phagocyté les bactéries. Et c'est grâce à cette image-là, associée à l'examen clinique que vous avez fait et au commémoratif de votre chien, que vous allez pouvoir conclure au fait que Bonnie a une folliculite bactérienne. Et donc, dans ce cadre-là, vous commencez par un traitement local, sous surveillance, bien évidemment, parce que si ça ne suffit pas, il faudra mettre des antibiotiques. Mais dans le plan éco-antibio, si on peut limiter l'utilisation des antibiotiques, c'est quand même mieux. Et les traitements topiques sont tout à fait adaptés pour ça. C'est d'ailleurs dans les recommandations du WAVD, hein, donc l'Association mondiale des vétérinaires dermatologues. Les shampoings et les mousses topiques, antiseptiques, font partie en première intention de l'arsenal contre l'épidermite superficielle bactérienne. Ça, c'est voilà, une évidence. Et une fois qu'on a commencé, qu'on se met à fonctionner de la sorte, en fait, on continue parce qu'on voit bien que ça marche, en fait. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire d'abord des shampoings très fréquemment et après de les espacer. Au début, vous faites 2 fois par semaine, puis après, vous passez à 1 fois par semaine. Et après, vous n'arrêtez pas. C'est-à-dire que ce chien-là qui a une folliculite bactérienne, ça ne vient pas de nulle part. Il y a très certainement une dérégulation du microbiote et il va y avoir des phases de résurgence. Donc, moi, je préfère garder 1 fois par mois un shampoing avec la même molécule pour limiter les possibilités de récidive. Si vous avez un chien qui ne se laisse pas forcément bien faire ou des gens qui n'ont pas le temps de faire des shampoings, pas de souci, vous pouvez adapter, vous pouvez rajouter tout à fait des mousses, une mousse, là, comme je vous l'ai montré, 2 fois par semaine ou certains sprays pour écarter votre shampoing. Mais par contre, il ne faut pas croire que la mousse va vous remplacer le shampoing. Ce n'est pas vrai. La mousse va vous permettre, et la mousse et les sprays vont vous permettre d'écarter les shampoings. C'est-à-dire qu'on va garder le même principe actif, mais au bout d'un moment, il va bien falloir faire ce ménage, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'il faut enlever les squames mortes, il faut vider la base des follicules pileux pour que justement la mousse puisse bien agir. Et si ça récidive sur cette chienne-là, alors que vous faites bien ce traitement-là, attention, ne vous dites pas « Oh, c'est le traitement qui ne marche pas ». Peut-être que votre traitement, il marche très bien, il a combattu bien la folliculite bactérienne, mais peut-être que votre chienne, elle a autre chose. Hein, parce que la folliculite, il faut toujours avoir en tête le diagnostic différentiel de la folliculite, c'est des folliculites bactériennes, des démodécies ou des tannies, des dermatophytoses. Et donc, il ne faut pas vous arrêter à votre premier examen clinique. Hein. Vous n'allez pas faire j'ai fait une cytologie, c'est bon, il y a des bactéries, donc c'est ça. Oui, mais votre chien, il peut avoir 2 trucs en même temps. Hein. Donc après, selon l'âge, selon les commémoratifs, vous allez hiérarchiser vos 3 hypothèses comme vous pouvez. Mais il faut y penser. Hein. Donc, s'il y a des récidives, aller rechercher d'autres choses quand même. Peut-être que oui, le traitement n'a pas été bien fait et qu'il ne marche plus. Peut-être aussi que le chien, il avait autre chose et qu'il ne faut pas passer à côté. Donc, c'est pour ça, c'est la petite morale de la session. Voilà, vous choisissez, c'est comme en médecine interne, hein, de toute façon, on choisit en dermatologie, on choisit nos examens complémentaires en fonction des hypothèses diagnostiques et pas l'inverse. Ça, c'est très important parce que sinon, c'est comme ça qu'on passe à côté d'un cas. Deuxième petit cas, donc là c'est Maurice. Alors Maurice, on va changer de taille là du coup. Donc Maurice a une lésion au-dessus du planum nasalé. On voit que là j'ai rabattu le pli, hein, donc il a comme un clapet, hein, avec une substance assez nauséabonde, pas très ragoûtante. Et là je vais me répéter, hein, mais vous allez faire une cytologie, parce que là moi je ne sais pas si c'est des champignons ou si c'est des bactéries. Je ne sais absolument pas. Ou peut-être rien. Vous faites votre petit scotch ou si vous voulez un petit écouvillon humide et vous allez regarder votre cytologie. Et là, je vais vous montrer un zoom. Voilà. Là, vous allez tomber sur toutes ces petites images que vous connaissez bien en forme de bouteille de Perrier ou de matrioshka ou de cacahuètes. Ça dépend quelle école vous êtes. Et vous allez conclure à la présence, en effet, de Malassezia. Et ça, cette image-là, vous allez la montrer. Alors, soit vous avez la chance d'avoir un microscope relié à un ordinateur, à un écran, et vous pouvez le montrer directement sur l'écran à votre propriétaire, soit vous, avec votre téléphone, enfin moi j'ai mon iPhone, comme ça, là, je prends en photo sur mon oculaire et je montre au propriétaire. Et je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous avez montré ça à votre propriétaire, il voudra faire tous les soins locaux de la Terre. Il n'y a pas de problème. Il va trouver ça dégueulasse et il va bien vous les faire.
Donc, dans le cas de Maurice, vu que c'est très localisé et que c'est un super gentil chien qui est habitué à se faire pouponner en plus, on va prendre des petites lingettes pour pouvoir passer comme ça et avoir à la fois une action mécanique, c'est-à-dire que le pad va à la fois mécaniquement enlever toutes les petites impuretés et on va pouvoir en même temps appliquer la chlorhexidine. Pour ce cas-là, moi je fais une fois par jour jusqu'à guérison cytologique. Alors la guérison cytologique, c'est différent de la guérison clinique. Hein. Moi je dis bien aux gens, c'est pas quand c'est joli que vous arrêtez. Vous me le montrez dans 15 jours, je refais une cytologie et on va comparer le nombre de malacésia. Et comme ça, ça permet aussi de ne pas perdre le client et de lui faire du renforcement positif parce que 2 semaines plus tard, je vous assure qu'en effet, ça sera super beau. Au microscope, ça sera super beau et donc du coup, forcément, les clients seront très contents. Et puis, vous pourrez les féliciter comme quoi ils ont fait du bon travail. Et donc, le pli de Maurice, à moins qu'on lui fasse une chirurgie esthétique, bon, ça, moi, je ne sais pas du tout faire, hein, mais il va rester là. Donc, vu qu'il va rester là, ça va continuer toute sa vie à avoir une macération avec les poils qui frottent sur les 2 plis, là. Et donc, je conseille de continuer en entretien 2 fois par semaine, par exemple, pour justement limiter le retour de cette prolifération à malacésia. Donc voilà pour tout ce qui était infectieux. Et vous allez me dire, mais le chat, elle n'a pas parlé du chat. Alors si, je vais vous parler du chat. Donc le chat, c'est possible aussi. Notamment, quelque chose que vous voyez à mon avis assez fréquemment, qui sont des lésions de kératose folliculaire, enfin de l'acné débutante du menton. Donc toujours chez ces chats-là, c'est pas facile à dire, vérifiez qu'il n'y a pas de démodex, vérifiez que voilà, vous êtes sur quelque chose d'assez banal. Et vous allez pouvoir en effet appliquer une fois par jour, pareil, jusqu'à guérison cytologique, et après en entretien. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas applicable sur tous les chats, dans tous les cas de figure. Hein. Ça, là, oui, là, je suis d'accord. Mais il faut connaître ses limites. Si vous avez un chat qui a une énorme furonculose avec une adénomégalie bilatérale, vous n'allez pas faire des soins locaux tout de suite. Hein. Moi, là, je mets des antibiotiques, hein, et puis on va attendre que ça soit un peu moins édémacié, un peu moins douloureux, pour après, éventuellement, une fois que vous avez guéri la lésion, en entretien, passer aux lingettes pour éviter que ça revienne. Mais faut quand même faut attendre des soins topiques, ce qu'on peut en attendre. Donc il y a quand même des certaines limites. Autant en effet, je les utilise à tire-larigot, autant dans ce cas-là, je pense que je n'en mettrai pas. Donc, voilà pour tout ce qui était infection. Et on va passer, on est pile poil dans le timing. On va passer à tout ce qui est état kérato-séboréique. Et là, vous allez voir que, alors là, pour le coup, en termes de molécules, c'est un espèce de grand flou artistique. Vous allez avoir plusieurs actions, des actions donc kératolytiques. Donc kératolytique, ça veut dire qu'on aide les squames qui sont restés imbriqués les unes dans les autres à ce qu'elles se séparent et à ce qu'elles puissent partir de la surface de la peau. Fait le ménage. En fait, le kératolytique, ça fait le ménage. Le kératorégulateur, l'action kératorégulatrice, elle va réguler le turnover épidermique pour que du coup, ça ne soit pas aussi rapide, que la différenciation à partir de la lame basale elle se fasse un peu mieux et moins vite, et qu'en bout de course, dans notre couche cornée, on n'ait pas un embouteillage en fait, de cellules mortes qui arrivent plus vite qu'elles ne desquament. Et enfin, l'antiséborique, on agit sur les glandes sébacées pour limiter la production de sébum, en tout cas réguler cette production. Et on peut avoir aussi une action comédolytique, c'est-à-dire on va vraiment avoir une vidange de tous nos points noirs, tous nos comédons. Pour ces 3 actions-là, vous avez plein de molécules. Alors, mon tableur est peut-être pas... C'est peut-être pas très pédagogique ce que j'ai fait, mais il ne faut pas croire que c'est par colonne. Hein. En fait, c'est un gros pool de plein de molécules. Et en général, elles ont toutes une action kératolytique, kératorégulatrice, antiséborique, plus ou moins, en fait. La plus connue en antiséborique, par exemple, c'était le peroxyde de benzoïle, mais celui-là, on ne l'a plus. Maintenant, c'est en humaine. Et bon, ça décape. Et après, toutes les autres, elles ont toutes des rôles, voilà, soit kératolytiques ou plus ou moins kératorégulatrices. Et donc, c'est tous les principes actifs que vous allez retrouver dans tous les produits pour combattre les squamosites, les manches pilaires, les comédons, la séborrhée et la mauvaise odeur, pourvu que cette mauvaise odeur soit due en effet à un état kératoséborique, avec des acides gras volatiles qui partent et qui du coup ont cette odeur rance, et pas une infection.
Il faut toujours bien faire la dichotomie. Est-ce que mon chien sent mauvais, mais est-ce qu'il sent mauvais parce que juste c'est son sébum qui sent mauvais, ou est-ce que c'est parce qu'il a un processus infectieux sur la peau? Et donc pour ça, vous faites des cytologies. Petit exemple. Alors, Icar. Alors, les Icar, c'est un schnauzer géant noir. Donc, à la base, Icar, il n'est pas poivre et sel. Hein, il a que des poils noirs. Et on peut deviner, rien que de loin, là, tout cet aspect, ces boules à neige, en fait, qui correspondent en fait à des squames qui restent bloqués dans le poil. Donc, je vous ai mis une vue de près. Donc, on voit bien, il y en a à la fois à la surface du pelage, mais quand on écarte les poils, en profondeur, il y a un tapis de squames qui reste bloqué à la surface de la peau. Icar est un chien qui a déjà eu des examens, la leishmaniose avait été écartée, la culture mycologique avait été négative, le chien était bien traité contre les parasites, en plus avec inoxazoline, mais il y avait un raclage de fait quand même au cas où qui était négatif pour chercher des Demodex sinjae au cas où sur la ligne dorso-lombaire comme ça. Et au final, la dame ne voulait pas aller plus loin dans les analyses, parce qu'on peut toujours avoir, on ne sait jamais, une adénite sébacée. Mais elle n'a pas souhaité faire la biopsie dans la mesure où elle trouvait que son chien y pétait la forme et qu'elle, tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il soit propre parce qu'elle gardait ses petits-enfants et qu'elle trouvait que c'était pas très ragoûtant quand les petits-enfants mettaient la main dans le poil d'Icar, qu'il était tout gras. Donc, vu qu'on avait écarté quand même la majorité des hypothèses diagnostiques, on est parti sur un traitement local. Là, je vous ai mis, c'est une petite photo. Il ne faut pas croire que ça, c'est une dermatophytose. Hein, c'est des manchons pilaires. Hein, voilà. Donc, quand vous faites... c'est une image jolie. Donc, pareil, ça, vous pouvez le montrer au propriétaire. Hein, ça le motivera hein, quand vous lui dites que tout ça, c'est une gaine de kératine qui reste bloquée au niveau du poil. Il a conscience de ce qu'il va faire, en effet, le boulot que ça va faire une fois qu'il fait ses soins locaux. Il faut rentabiliser votre microscope. Hein, voilà. Et donc, du coup, pour Icar, la dame n'ayant aucun problème à faire des shampoings, elle a un grand domaine en Seine-et-Marne où elle peut faire des shampoings dans la cour, voilà, on lui a proposé, du coup, 2 fois par mois de faire des shampoings et on a contrôlé, vérifié que la fréquence était OK. Et en effet, 1 mois plus tard, Icar, il est transformé. Donc là, je vous mets un avant et après. Voilà. Donc, ça a vraiment été très efficace sur ce chien-là et la dame était absolument ravie. Après, elle partait, c'est l'histoire particulière d'Icar, c'est qu'elle partait en vacances et elle laissait son chien à une amie qui était déjà assez sympa. Icar, il est un peu speed, hein, qui était quand même sympa et qui acceptait bien de garder le chien pendant 1 mois et demi, mais ne voulait pas du coup imposer un fardeau à son amie en lui demandant de faire en plus des shampoings. Qu'à cela ne tienne, je reviens en arrière. Ce qu'on lui a proposé, c'est de faire un shampoing à la maison avant qu'elle laisse son chien à son amie. Et l'amie en question, qui était déjà sympa de garder Icar, a fait des mousses 2 fois par semaine, le temps que la propriétaire revienne. Donc, au bout d'1 mois et demi, en effet, le chien, il fallait lui refaire un shampoing parce qu'il faut cette action mécanique-là. Mais mine de rien, ça n'avait pas trop embêté la personne qui avait gardé le chien. Il était resté dans un état à peu près stable pendant jusqu'à 1 mois et demi. Donc, vous voyez, vous pouvez vous adapter. Vous pouvez avoir des gens qui, finalement, ils aiment bien se prendre la tête et faire des shampoings. Bon, qu'ils les fassent. Mais il y a des moments dans la vie où, là, ils vont se rendre compte qu'eux, ils n'ont pas de problème avec les shampoings, mais que les personnes qui les gardent, oui. Et donc, vous adaptez. On ne va pas forcer la gentille dame qui garde le chien à faire des shampoings tout le temps. Vous adaptez. Vous pouvez proposer, dans ce cas de figure-là, vous pouvez proposer une mousse. Voilà. Donc, on ne s'adapte pas forcément au chien, on peut aussi s'adapter aux propriétaires et à la vie des propriétaires qui a le droit de changer. Parce que j'ai proposé à la dame de rester après sur la mousse, vu qu'on avait vu que ça avait bien marché, en me disant elle va être contente, ça va lui enlever plein de shampoings à faire. Elle m'a dit non, j'aime bien mon shampoing, je reviens au shampoing. Ok. Donc, du moment que c'est efficace, c'est pas grave, hein, c'est elle qui décide. Hein. Et dernier cas, je regarde l'heure, parfait. Donc, dernier petit cas, donc là c'est Darwin. Darwin, bon, pour ceux qui me connaissent, c'est mon chat, voilà. Et donc Darwin, il a un problème au niveau de la colonne vertébrale qui fait qu'il est sous gabapentin 3 fois par jour. Et il a quelques réticences en effet à se retourner. Et au niveau de la zone dorso-lombaire et au niveau de la face latérale des cuisses, quand vous écartez ses poils, il a de larges squames comme ça qui restent bloqués. Donc le poil n'est pas gras, mais par contre il y a plein de squames qui restent bloqués dans ses touffes de poils ou dans ses... ça lui fait des dreadlocks en fait. Donc on s'est demandé si c'était possible d'utiliser sur Darwin des soins locaux. On lui a fait une culture mycologique quand même pour écarter qu'il n'avait pas la teigne. On ne sait jamais si je lui ai ramené du chuva.
C'était bien négatif. Il a un aliment d'extrêmement bonne qualité, bourré d'oméga 3, ça, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de problème de santé outre mesure. Et donc, on lui a mis des mousses 3 fois par semaine, en brossant bien après, parce que sinon, ça fait des paquets de poils. Et 3 semaines plus tard, voilà la différence. Donc, c'est pas la dermatologie, c'est pas le cas mondial, hein, ça c'est clair, mais je pense que vous, au quotidien, vous avez plein de gens qui vous posent des questions assez cosmétiques. Enfin, là, ça dérange pas mon chat, ça, hein, c'est pas une maladie horrible, mais vous avez des gens qui vont vous poser des questions là-dessus, ça les dérange, ces squames-là. Et il faut pas les écarter en disant non, mais c'est pas grave, on traite par le mépris. Bah, s'ils veulent traiter et qu'en plus ça va pas être stressant pour le chat et ça va pas être horrible pour sa qualité de vie, pourquoi ne pas donner le bon conseil? Et donc dans ce cas-là, les gens qui vous posent des questions là-dessus, vous pouvez tout à fait leur proposer un soin anti-kératolytique et kératorégulateur en mousse pour un chat et on a des très bons résultats. Voilà. Donc, la dermocosmétique, il ne faut pas la laisser aux vendeurs d'animalerie ou aux toiletteuses, hein. Vous avez clairement votre rôle à faire là-dessus. Une fois que vous avez écarté toute pathologie grave, bah, ce n'est pas parce que ce n'est pas grave qu'il ne faut pas le traiter et que ça ne gêne pas les gens. Voilà. Donc, moi, je pars du principe que s'ils souhaitent faire quelque chose et que ça va améliorer l'animal sans en plus l'embêter, parce que sur les chats, je suis assez cat-friendly, j'aime pas trop les embêter, bah on y va. Hein. Donc là, en tout cas, c'était un très bon résultat. Voilà, donc, vous aurez compris, les topics, en première intention, sans aller chercher des trucs compliqués au quotidien, je suis sûre que vous avez au moins 5 cas par jour où vous pourriez adapter ces conseils. Donc, c'est presque automatique. Vous avez une large gamme de molécules. Donc, ça, pour toutes les molécules, je vous invite à voir avec vos délégués laboratoires ou à vous procurer ma grosse Bible. Vous avez une large choix de galéniques. Et les galéniques, on les adapte en fonction du chien, mais aussi en fonction des propriétaires. Hein. C'est eux qui font les soins. Donc, il faut vraiment avoir une discussion. Et c'est le binôme animal-propriétaire qui va déterminer le schéma thérapeutique que vous allez proposer. Et puis, on n'hésite pas à faire des combinaisons. Hein. Vous pouvez tout à fait faire un shampoing antiseptique et après des mousses hydratantes si besoin. Enfin, c'est pas, il n'y a pas des frontières entre chaque famille de principes actifs. Alors, en message à retenir pour cette journée, donc les clés de la prise en charge. Déjà, poser un diagnostic. Hein. Alors, je sais que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps. La consultation, ça passe très, très vite. Souvent, vous avez beaucoup de gens qui vous posent des questions de cosmétiques et de dermocosmétiques en plus d'un autre motif de consultation. Et donc, ça a tendance à passer un peu à l'as. Mais voilà, essayez de prendre le temps de répondre à ces questions-là, d'examiner correctement votre animal, de faire des cytologies, de poser un diagnostic. À partir de là, vous pourrez voir si vous faites que des soins topiques avec un contrôle 3 semaines plus tard, par exemple, ou si vous faites d'emblée soins topiques et peut-être traitement systémique. Vous choisissez en fonction de la maladie, de ce que vous voulez faire sur votre peau, votre principe actif. Est-ce que ça va être un hydratant, un antiseptique, un antiséboréique? Ensuite, une fois que vous avez ça, parmi cette gamme-là, vous choisissez la galénique en fonction de l'animal et en fonction du propriétaire. Et vous faites valider par le propriétaire qu'il est d'accord pour le faire, qu'il va pouvoir le faire. Et surtout, la clé en dermatologie, vous suivez l'évolution clinique et l'observance. Et ça nécessite par soit un petit coup de téléphone par les ASV 48 heures plus tard pour voir comment ça s'était passé les premiers shampoings et un contrôle selon les pathologies 15 ou 21 jours plus tard. Voilà, j'espère vous avoir motivé à reprendre la main sur ce domaine de dermocosmétique qui est un peu, je pense, trop souvent délaissé et qui a tendance à partir sur Internet avec des conseils pas forcément avisés. C'est quand même vous les professionnels en dermatologie, donc c'est à vous de les donner, ces conseils. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup pour avoir partagé ces jolis cas cliniques. Je pense qu'on a fait bien le tour de la question. Comme tu disais, des cas fréquents, en tout cas, c'est sûr.
Moi, je l'ai trouvé très pratique. Je pense qu'on a tous appris des choses aujourd'hui. J'espère que c'est pareil pour nos participants. Il nous reste, on est largement dans le temps. Merci et bravo. Et du coup, il nous reste largement le temps pour répondre à des questions. Pour l'instant, j'en ai une qui a été posée par Blandine, donc je vais tous te soumettre. Donc, la question est-ce que les mousses sont suffisantes pour atteindre la peau sur des chiens, des chats à poils longs, sur des zones non alopéciques, ou même quand on a un sous-poil très dense, très épais, comme sur les races nordiques Akita? Alors oui, les mousses sont possibles sur les poils très denses type Akita. Par contre, il faut se rappeler qu'il y a des posologies. Et donc, en règle générale, quand vous avez un chien ou un chat à poils longs ou sous poils très denses, on double le nombre de pressions. Voilà, on double le nombre de pressions et on n'hésite pas à bien faire pénétrer. Voilà. Tout à fait. C'est important de rappeler, on n'a pas trop parlé de la posologie, mais tu as raison de souligner. C'est pareil pour les shampoings d'ailleurs, quand on a un poil long. Tout à fait. Une autre question de Caroline, intérêt des spot-on. Alors, les spot-on ont un intérêt. En effet, vous avez plusieurs gammes qui existent, à la fois dans toutes les gammes. Si vous cherchez des restructurants, et vous avez des spot-on avec des céramides qui existent. Vous avez aussi des spot-on avec des principes antiseptiques et notamment certains types d'huiles essentielles qui vont avoir des vertus pour majoritairement des maladies infectieuses, enfin des pyodermites, on va dire, et aussi pour les troubles séboriques. Donc moi, par exemple, les petites pipettes spot-on, j'utilise pas mal sur les cochons d'Inde. Les antiséborés, voilà, parce que je fais aussi du NAC. Et j'aime bien sur certaines affections type glande supracodale de chat ou cochon d'Inde mâle qui font, vous savez, un état séborique au niveau des flancs, au niveau de la glande de marquage. Donc oui, on peut utiliser des pipettes spot-on pour des choses très très localisées et j'ai mes petites préférences en effet. Très bien. Une pipette céramide, ça agit, ça fait un film et ça agit sur tout le corps. Voilà. Ok, j'ai une autre question. Alors ça, c'est dans les tableaux de choix des galéniques, tu sais, Oui. dans ton introduction. Pourquoi le spray est-il en smaller jaune pour les peaux glabres? Ah oui, alors ça c'est très subjectif, hein, c'est parce que je suis pas forcément fan de l'effet que ça donne après, mais c'est très très subjectif. Est-ce que tu peux préciser vous pouvez tout à fait utiliser des sprays sur les peaux glabres. Il y a vraiment pas de problème. Mais c'est vrai que moi, les peaux glabres, j'aime bien les lingettes et j'aime bien les baumes. Parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi on a développé ces galéniques de spray, de mousse en vétérinaire. Ça n'existe pas trop en fait en médecine humaine. Ben, c'est parce que nous, on a des poils, quoi. Et que du coup, quand vous voyez les enfants atopiques, on les badigeonne de baume type atoderme ou zémose, c'est compliqué de faire ça sur un chien qui a plein de poils. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi imaginé des nouvelles galéniques qui sont assez propres au milieu vétérinaire et qu'on a ces mousses, ces sprays, voilà. Donc, moi, quand il y a une peau glabre, j'avoue, j'aime bien les baumes. Voilà. J'aime bien. J'aime bien tartiner. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une moins bonne note, entre guillemets, au spray, mais c'est très subjectif. Voilà. Merci pour ces précisions. Ensuite, une autre question qui me semble très pertinente, et c'est vrai qu'elle revient souvent en clientèle. Si les shampoings contiennent des substances hygroscopiques ou émollientes, est-il nécessaire de rajouter des sprays réhydratants? Très bonne question. Pas forcément. Si vous avez des gammes assez high-tech qui vous proposer des shampoings antiseptiques, mais qui contiennent des substances hygroscopiques et émollientes, vous pouvez vous dire qu'avec cette gamme-là, vous allez moins dessécher la peau que si vous preniez le flacon de bétadine ou votre spray, votre shampoing type. Il y a des shampoings très très dosés en chlorhexidine en humaine qui marchent très très bien au bloc opératoire, qu'on pourrait éventuellement utiliser sur des animaux, mais qui décapent bien. Bon, si vous utilisez ça, oui, après, il faut mettre un émollient, un hydratant. Mais si vous avez des gammes qui contiennent déjà cet émollient, il y en a certaines, vous n'avez pas besoin, du coup, de passer un petit coup d'hydratant après. C'est l'intérêt. En termes de tolérance, c'est quand même mieux, quoi. Et d'où le choix, comme tu le disais, de bien choisir ces produits, de bien regarder la composition aussi.
Bah, pour ça, je vous ramènerai à la conf de l'année dernière là-dessus, sur les bases C'est ça. lavant. Tout ce Oui, qui conférence sur les shampoings que je rappelle est toujours à disposition sur la chaîne Seva Université en effet. J'ai encore des questions, Hélène. Il y a beaucoup de Ouais, questions. Alors, quelle différence entre les sébodermes sébolytiques de chez Virbac et ouais. lesquels, ou plutôt auxquels correspond les Duxoseb? Alors, toi, déjà, comment tu le positionnes? Si besoin, je peux compléter derrière. Alors, je dirais que le sébolytique, il est plus kératolytique que le séboderme. Et donc, je dirais qu'un séboderme se rapproche plus d'un Duxoseb en termes de tolérance. Le sébolytique, il décape bien. Voilà. Et pour toi, en termes d'action, est-ce que les Duxoseb, du coup, et Duxoestraseb, mais non, puisque tu l'as essayé, Ouais. tu connais bien, correspond à ces deux produits, ou tu le mettras à la Ah place? bah oui, 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 non, non, ils sont tous kératolytiques, kératomodulateurs. On a des très bons retours, quoi. Le seul qui vraiment se démarquait, c'était les produits, c'était ça. Bon, je ne sais pas si je fais de la pub, ça s'appelait le Paxcutol. Et c'était un produit qui contenait du peroxyde de benzoïle, donc la fameuse molécule qui n'est plus disponible en vétérinaire. Et elle se démarquait vraiment énormément des autres. Mais on ne l'utilisait pas pour les mêmes raisons. On l'utilisait vraiment quand on voulait une action comédolytique qui vidangeait. On mettait ça sur des acnés de chat parfois aussi. Par contre, maintenant, déjà, il fallait le diluer, mais maintenant, si on l'utilise en humaine, il faut vraiment super diluer et vraiment vérifier qu'il n'y a pas une intolérance après, parce que ça décape vraiment bien, quoi. Donc, Ok. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Je propose de prendre les 3 dernières questions qui sont posées. La première est plutôt générale. C'est est-ce que la démodécie chez le chat est-elle fréquente? la démodécie chez le chat, c'est pas si fréquent que ça, et je pense que ça le sera de moins en moins, parce que vu qu'on a plein de chats sous isoxazoline, on va avoir de moins en moins de démodécie. Donc, avant que ça n'existe plus, oui, cherchez-la, vous la verrez. Très bien. Une Notamment question. et puis dans les oreilles. Pardon, j'étais coupée. Parce que Non, je non, vois que j'ai dit 3 questions, mais il y en a d'autres, donc on va essayer de répondre au maximum. Quand vous dites de bien faire pénétrer la mousse, comment pratiquez-vous, effectivement? alors déjà, je brosse, comme ça enlève le poil mort. Parce que ça sert à rien de mettre du produit sur un poil qui est mort, autant l'enlever. Hein, voilà, on va se faciliter le travail. Donc je brosse. Ensuite, j'applique la mousse. Donc je mets la mousse, pas directement sur le chien ou le chat, je la mets sur ma main et j'applique sur le chien. Je masse pour bien faire pénétrer, rebrousse-poil comme ça, et après je laisse sécher. Et une fois que c'est sec, je rebrosse. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est important de préciser aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas du brossage, mais c'est important. Une question plus pratique de gestion. Si un animal présente des problèmes de peau avec surinfection, par exemple troubles séborrhées ou démangeaisons, faut-il mieux se focaliser dans un premier temps sur les shampoings antiseptiques type Duxopio, ou c'est intéressant dès le départ d'associer par exemple Duxopio et du Duxocalm ou Duxoseb? Ça me fait penser à un cas dont tu m'avais parlé. Attends, je relis. Tac, tac, tac. Si un animal présente un problème de peau, à partir du moment où il y a une surinfection, alors mon tour de résidence, Noël Cocher-Fèvre, vous dirait il faut faire du propre. Toujours. On fait du propre. On enlève le sommet de l'iceberg. Si vous avez vu des bactéries, déjà, vous les dégagez. Et comme ça, vous verrez bien ce qui reste après. Voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à d'abord combattre les surinfections, contrôler à 21 jours et voir ce qui reste. Voilà. Ok. Chaque chose en son temps, quoi. Et la technique de l'iceberg avec les clients, ça marche très très bien. Hein. Moi, je leur explique, voilà, votre chat, il a une maladie, c'est un gros iceberg, et puis le dessus, là, c'est les infections, là, donc on va l'enlever, puis peut-être qu'il ne restera rien, mais peut-être qu'il va nous rester aussi un socle d'iceberg, et là, à ce moment-là, on le traitera. Toujours une démarche rigoureuse. Oui, je suis un peu maniaque. Moi, je dirais ordonnée. Alors, un équivalent du Pascutol en humaine, est-ce qu'il existe? Non, je ne sais jamais son nom, j'ai dans un petit cahier dans mon bureau. Donc, il existe, mais Ouais, alors, il faut chercher à regarder dans le Vidal par principe actif, peroxyde de benzoïle. Mais je ne sais jamais le nom. Je l'utilise assez rarement maintenant, donc voilà, j'ai dans mon petit carnet, tout est corné là, dans mon tiroir. Où je suis là. Là, je ne pourrais pas vous trouver. Alors, 2 dernières questions et puis vraiment on arrête, on est bon. Roaccutane que en pommade? Je n'utilise pas. D'accord. Ouais. Pas d'expérience particulière. Non.
Et une toute dernière, du coup, des Blandines. Pour une acné du menton de chat, par exemple, peut-on appliquer une mousse ou spray d'oxoseb? Bah oui. Oui, Tu le parce que fais, toi? l'acné, c'est un trouble de la kératinisation. Ça vient pas de nulle part sur votre chat. C'est parce que de toute façon, il a un trouble de la kératinisation. Donc, si on peut, tout ce qui peut aider à réguler cette kératinisation, elle est bienvenue. Je complète, j'avais pas vu. Au fait, c'est par rapport à un léchage possible, la question aussi. Et la mousse au spray par rapport à un léchage Ah possible, oui, est-ce que non, ça non, pose il problème? n'y a pas de problème. Non, non. Ok, Après, vous respectez, enfin voilà, moi, les mousses, les sprays sur les chats, je fais pas plus de 3 fois par semaine. Voilà, tout à fait. C'est ce qui je est considère que conseillé. c'est un grand toiletteur. Et donc, vu que c'est un grand toiletteur, il va forcément avaler beaucoup plus de produits qu'un chien. Et donc, je me restreins à 3 fois maximum par semaine les mousses chez les chats. Voilà. Très bien. Il y a juste une toute dernière question à laquelle je peux commencer. Je me permets de répondre parce que c'est pourquoi n'y a-t-il plus des clenbuterol dans les Duxopio, donc c'est plutôt les Duxestropio. Et du coup, sur les dermatites à Malassezia, est-ce qu'il est aussi efficace que les Malaceb? Alors, d'un point de vue laboratoire, je me permets de répondre, on n'a pas d'études comparatives par rapport à Malaceb pour les Duxestropio. En revanche, Hélène pourra compléter et confirmer. Il y a des études avec les Duxestropio qui contient Ophitrium seul contre les Malacezia, aussi bien chez les chiens et les chats d'ailleurs, avec une très bonne efficacité. Donc, d'ailleurs, une publication toute récente pour les pads justement sur les dermatites à Malacésia. Je te laisse peut-être dire un mot là-dessus et puis Oui, bah, on du coup, oui, terminera là. l'étude qui est sortie là, c'est sorti ça a été publié il y a 15 jours dans le BMC, montre en effet une efficacité contre des dermatites Malacésia avec les pads contenant uniquement de la chlorhexidine. Maintenant, je pense que si vous avez une énorme dermatite à Malacésia avec vraiment une charge de Malacésia très importante, vous allez avoir besoin en effet de votre miconazole même. Oui, mon antifongique. Mais par contre, dans une approche où on va mettre en place des soins pour éviter que ça revienne, c'est tout à fait adapté. Juste la chlorex. Voilà. Paxcutol, je rebondis. Paxcutol, cutacnil, oui, c'est celui-là. Voilà. Voilà, on a trouvé. Super. Merci. C'est très interactif, c'est ça qu'on aime. Très bien. Bah, écoutez, je vous propose de conclure. Du coup, on est bien dans le temps. Je te remercie encore, Hélène, pour ces exposés, pour toutes ces explications et précisions et pour les réponses aux questions. Merci à tous les participants d'avoir été avec nous et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne Seva Université. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.